Cube Radio. Gilles est arrivé un peu de nulle part, puis son parcours a quelque chose de très... il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il est allé faire du skidoo, parce que c'était moins cher. Devient champion de skidoo, a assez d'argent pour retourner faire des courses d'auto. Puis là, il fait la Formule Atlantique, arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, bat James Hunt. C'est pas normal. C'est pas normal, tout ça. C'est pas un parcours normal. Après avoir fait 8 épisodes sur le légendaire Gilles Villeneuve, on avait envie de vous présenter un épisode spécial, avec un invité qui nous a surpris au cours de ce balado. Car dans la série À la poursuite de Gilles Villeneuve, on vous a fait entendre des membres de sa famille, des amis, des personnes qui ont croisé sa route, de ses débuts à Berthierville jusqu'à sa mort en 82. Si cet épisode spécial est le premier que vous écoutez, je vous invite à commencer par le début, tout simplement. Cet épisode, qu'on pourrait appeler l'épisode extra, on le fait parce qu'à la fin de la série, vous avez pu entendre le comédien et humoriste Philippe Audrey la rue Saint-Jacques nous parler de Gilles Villeneuve avec passion. Nous dire à quel point le parcours de Gilles n'est pas normal, mais aussi plein d'autres choses qu'on n'a pas pu mettre dans l'épisode. Et la cerise sur le sundae, c'est que Philippe Audrey est aussi, depuis sa plus tendre enfance, un féru de Formule 1 et de voitures. Je peux te dire que même j'ai pas raté un salon de l'auto depuis 97, à part ceux qui ont été annulés. Mais j'ai raté 0 salon de l'auto. Non, vraiment, là, c'est ça, gars de char insoupçonné, là. Ça, pour le journaliste automobile du Guide de l'Auto que je suis, c'est fascinant. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans, et avec Philippe Audrey, j'ai trouvé une personne de ma génération aussi passionnée de l'histoire de Gilles que moi, mais aussi du monde de l'automobile en général. Au point où ça valait un épisode supplémentaire à la série À la poursuite de Gilles Villeneuve. Voici donc l'épisode extra des chars, Gilles Villeneuve et Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. Quand nous avons contacté Philippe Audrey, il nous a dit qu'il serait ravi de nous parler de Gilles, mais qu'il n'avait que 30 minutes à nous consacrer. Eh bien, il est tellement passionné par Gilles Villeneuve et par le monde de l'auto qu'il est finalement resté 1h30 en studio avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un balado, il faut faire des choix et couper certains passages. Mais cette entrevue était tellement intéressante et inattendue qu'on a eu envie de vous la faire entendre en entier. Ou presque. Parce que Philippe Audrey ne parle pas souvent de sa passion dévorante pour l'automobile et la Formule 1. Je tiens aussi à vous dire que lors de l'enregistrement de cette entrevue, Philippe Audrey n'avait évidemment pas entendu la série, vu qu'on était justement en train de la fabriquer. Alors voici la longue entrevue. Moi je trouve ça cool parce que tu vois, moi je te connais à travers une vision très... Ouais, très je médias sociaux ou exact. Like Moi ou tout ça. Moi je t'ai découvert avec Like Moi. Ouais. Puis c'est vrai que on peut pas deviner que tu as cette passion-là. Ça transpire à aucun moment. Non. Puis c'est là avec Deux Princes, je me suis dit ok, mais en fait vraiment il connaît ça, puis il est passionné. C'est pas juste je le suis comme ça d'un œil le dimanche là. Puis les anecdotes, les affaires, les Schumacher, le Grand Prix d'Autriche. Ouais. Je dis ok, je vois très bien où il veut en venir parce que moi c'est le genre de conversation que j'ai rarement avec des chums parce que c'est pas souvent que ça arrive. C'est ça, mais c'est la même chose aussi, c'est que tu sais, t'as l'espèce de conversation a priori de je te présente un sport, puis bon, il y a ça, c'est ça les grands enjeux, mais parler avec des passionnés, c'est toujours vraiment, puis je sais pas si ça fait ça toi, mais il y a comme un côté de, comme une débâcle, là, le barrage lâche, puis là ça sort, puis c'est un peu à nos risques et périls quand on commence la conversation. Ouais, mais moi je peux en jaser toute l'après-midi, puis tu sais... Des fois c'est compliqué parce que tu dis ok je vais me retenir un peu parce que je veux pas non plus que les gens, je veux pas les tanner jusqu'à la fin de la journée. Exact, c'est vraiment ça en plus. Ben, c'est rare de trouver quelqu'un qui parlait, mais ça c'est cool par exemple. Ah oui, ben quand même tu travailles pour le Guide de l'Auto, fait que moi ça ça fait partie quand même de mes rêves de. Ah c'était tout sérieux? Quand j'étais jeune, ben j'ai tous les Guides de l'Auto depuis 98 ou 19 à peu près. Ça tu me fais plaisir. Je les ai tous hein, okay. Puis je les lis pour vrai là, je fais pas juste regarder les photos, je les lis. Puis, un gars de char et tout ça, ouais, je suis un genre de gars de char caché, en fait. Ah,
C'est cool, ça. Mais oui, non, je les lis, puis tu sais, comme tester les autos, les essais et tout, là, ça, c'est... En tout cas, c'est analyser, parler de char, c'est des affaires que j'aimerais faire dans la vie. C'est pour ça que j'ai aussitôt accepté, parce que j'étais vraiment content de... Pour moi, c'est hot, vraiment, puis je me demandais vraiment, tu sais, là, comme ça, random, je me disais, c'est quoi qui a fait que tu t'es passionné pour Gilles Villeneuve? Oh! En fait, c'est une bonne question. Puis parce que, premièrement, c'est important de dire que Gilles est mort 5 ans avant ma naissance. Hein. Fait que déjà, j'ai jamais même connu ou vu Gilles. Mais c'est qu'en fait, c'est un concours de circonstances, mais mes parents ont un chalet à Saint-Gabriel-de-Brandon qui est vraiment proche de Saint-Cuthbert et Berthierville, où Gilles, non seulement a un musée, mais où il a grandi. Puis le musée Gilles Villeneuve, c'était là où on allait quand il pleuvait. Donc, j'ai grandi avec cette espèce de... En fait, quand je dis c'est un concours de circonstances, c'est que déjà, il y a le lieu géographique où t'avais le fantôme de Gilles et de Jacques, l'oncle, qui planait parce que je connaissais beaucoup de monsieur qui les avaient, soi-disant, là. Après ça, tu sais, des rumeurs de village t'es connaissais pas tant que ça, mais finalement, c'était ton meilleur ami à 30 ans plus tard. Mais il y avait donc le fantôme de Gilles qui planait dans les environs, puis mon meilleur ami, son oncle et son grand-père avaient le garage, en tout cas un garage Pontiac, sans commentaire, mais quand même. Fait que je vivais dans le monde de la mécanique beaucoup à ce moment-là. Puis l'autre concours de circonstances, c'est que c'était le début de l'ascension internationale de Jacques, le fils. Fait que c'était une espèce de concours de circonstances qui faisait en sorte que les Villeneuve étaient très, très, très présents. Puis Gilles, c'était comme... Gilles, il était spécial. Parce que Gilles, il était fondamentalement québécois. Je sais pas si tu te souviens de l'époque où quand Jacques est arrivé en F1, il y avait un accent, il y avait un truc où le Québec, ça a pris un petit moment avant que le Québec se l'approprie, alors que Gilles, il a jamais eu aucune question. Gilles a toujours été non seulement québécois, mais un Québécois de campagne, là, un gars de char de Saint-Cuthbert. Puis pour moi, ça fait partie du mythe, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que ça me fascine parce que ça me rattache à des racines à quelque part un peu, Gilles, je dirais. Puis après, tu découvres le personnage, le pilote, puis tu vois un pilote comme il y en a rarement eu en F1, en fait. Ou il y en a eu avant, je dirais, les normes de sécurité, avant l'ère Lauda, où on devient des pilotes un peu calculateurs que... Tu sais, Gilles, c'est un peu le dernier des Mohicans dans cette race-là de pilotes de le tout pour le tout. L'auto, il va rester un volant, puis je sais pas, là, une roue, mais on va quand même l'amener, puis ça va être ça, puis si je suis pas numéro 1, je suis un dernier, puis c'est de plus en plus rare, je trouve, en F1. Souvent, tu vois ça dans les débuts de carrière, tu sais. Alonso était comme ça au début, Hamilton était comme ça, Vettel a jamais été comme ça, mais Verstappen est encore un peu comme ça. Mais à un moment donné, ça s'éteint, puis Gilles, c'est comme, il est malheureusement mort dans la fleur de l'âge. Puis il y a pas une, c'est ça qui est drôle, en tout cas, il y a pas une carrière avec un palmarès si flamboyant que ça quand tu compares. T'as même pas besoin de le comparer aux champions pour réaliser que c'est un palmarès somme toute modeste étant donné l'époque, étant donné tout ça, mais le mythe est tellement fort qu'on a quand même vraiment l'impression, c'est ça, que c'est le meilleur pilote du monde. Là. C'est, je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un champion. En fait, ce qui est fascinant avec Gilles, c'est que c'est un des rares pas champions à être considéré comme un champion, en fait. Alors qu'il y a beaucoup de champions qu'on considère pas vraiment comme, tu sais, Keke Rosberg, c'est un exemple de... On rappelle tout le temps c'est un champion, mais il a pas gagné un Grand Prix cette année-là. Puis Gilles, c'est le contraire. Gilles a pas gagné un championnat, mais on dirait que c'est un champion, puis il y a l'aura du champion. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine dans cette espèce de mystique autour de Gilles Villeneuve. Et toi, parmi sa carrière, il y a eu beaucoup de points forts, beaucoup de choses qui ressortent énormément. Puis est-ce que dans ses exploits, il y en a pour toi qui ressortent vraiment plus que d'autres? Oui, définitivement. Il y a l'espèce de classique Montréal, il me semble que c'est en 81 avec le nez qui arrache, puis tout ça. Puis ça, c'est spectaculaire, puis je trouve que ça représente Gilles. Il y a la course d'Espagne où ils finissent 4 à moins d'1 seconde, mais pour moi, le moment que vraiment c'est un pilote spécial, c'est la course au Grand Prix de Dijon, je pense que c'est en 78 ou 79 en France. C'est juste les grands pilotes qui sont capables de se battre comme ça aussi longtemps avec une auto assez limitée. Puis là, on parle d'une époque où t'as pas la télémétrie, t'as pas non plus t'avais une équipe évidemment derrière, mais c'est pas comme aujourd'hui. Puis je veux dire, on a vu
même Hamilton, qui est quand même un septuple champion du monde, a pas été capable de contenir Verstappen avec une mauvaise gestion de pneus à quelques tours de l'arrivée. Là, on a entendu Toto Wolff appeler Michael, le commissaire de piste, pour dire là, il faut changer les choses. Fait qu'on voit que même aujourd'hui, avec la télémétrie, avec toute la technologie, avec une équipe, même les plus grands pilotes, ils sont pas nécessairement capables de tenir tête à d'autres champions et tout ça. Puis Gilles était capable. Puis ça, pour moi, c'est ça, Gilles Villeneuve. C'est ce tour-là, le tout pour le tout. Le tout est magané, les pneus sont finis. Puis tu les vois se désagréger. Mais il va... Pour moi, c'est ça. Tu sais, on dit souvent le mot épique. Je trouve que on l'utilise un peu mal. Là. Ah, j'ai mangé une crème glacée, c'était épique. Non, c'est pas ça. Mais les courses de Gilles Villeneuve, quand Gilles se bat pour la victoire, ça, c'est épique. Puis ça, c'en est une. Puis l'autre... mais je l'ai pas vu. C'est une des choses que vraiment, là, j'aurais vraiment aimé vivre ce moment-là quand Gilles a gagné en 78 à Montréal. Ça, j'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde 98 de la France en France avec ma famille française. J'ai eu la chance de vivre ça, ce qui a été un moment exceptionnel de fierté, de joie, d'exaltation. Mais je suis à peu près convaincu que voir Gilles gagner le premier Grand Prix à Montréal en 78, qui est aussi de mémoire sa première victoire, ça devait être un sentiment... Ah non, ça devait être fort, là, comme sentiment. Ça devait être un sentiment de fierté. Tu devais sentir que le monde devait t'appartenir. Je sais pas, comme en tant que spectateur, lui, ça devait être encore plus exponentiel. Mais ça, la victoire à Montréal... c'est une des choses que je regrette d'être né trop tard, disons, pour l'avoir vécu. En tout cas, puis Jacques a jamais vraiment rempli cette promesse-là, d'ailleurs. Quand il est arrivé à Montréal en 96, je me souviens, tu sais, j'étais jeune, mais il y avait une espèce de cirque médiatique exceptionnel autour de Jacques, avec raison, là, mais il a jamais vraiment rempli cette promesse-là de nous fournir cette sensation-là qui aurait, je pense, été très différente, mais qui aurait peut-être été comparable en un sens. Parce que... Mais là, peut-être que je sors du sujet, mais j'ai l'impression que Jacques, particulièrement au Québec, on a suivi sa carrière. En tout cas, lui, je pense qu'il a tout fait pour s'en dissocier, mais nous, les partisans, on a toujours suivi sa carrière avec la perspective de Gilles. Ou dans le sens, il accomplissait ce que Gilles aurait dû accomplir. Toutes les victoires, tout le prestige, le championnat du monde, évidemment, partir sa propre écurie, tout ça. Il a juste pas été chez Ferrari, ce qui aurait été comme boucler la boucle. En même temps, il y avait Schumacher, fait qu'il n'y avait pas besoin de lui. Mais il y avait comme de quoi où on a suivi la carrière de Jacques. Fait qu'il y a ça que ça m'a toujours un peu laissé sur ma faim en tant que partisan québécois, canadien, mais à plus forte raison québécois de Formule 1. J'ai jamais vécu un Grand Prix national remporté par un pilote québécois encore. J'espère. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais j'espère un jour le vivre. J'espère aussi, mais comme toi, j'aurais aimé ça être en 78 à l'île Notre-Dame, là, ça devait être incroyable. Puis en plus, il faisait froid, puis les conditions étaient pénibles. Il y avait pas eu un peu de neige ou... il y a du monde qui m'a dit qu'il avait neigé, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, tu fais aïe, et puis tu sais, il faut pas oublier, c'était des cercueils ambulants, ces affaires-là. Là, aujourd'hui, c'est encore des cercueils ambulants, mais avec énormément de protection, puis je veux dire, il y a presque plus de morts en piste, en tout cas. Mais là, c'était carrément des machines à mort, là, puis là, tu vas dans des conditions précaires, froid, la piste devait être ça devait être hyper difficile d'avoir l'adhérence avec les pneus. Ah, je sais pas, mais ça devait être héroïque comme course, là. Ça devait être vraiment quelque chose de... Je sais pas, vraiment, c'est ça pour moi, Gilles Villeneuve, là. Il neige, c'est l'homme des grandes occasions, à quelque part. Puis ce qui est paradoxal, c'est que la F1, il a pas donné ces grandes occasions-là. Je trouve que la F1 a été pas fine avec lui. Ferrari, oui, mais pas la F1. Fait qu'en tout cas... Pour revenir un peu au côté générationnel, moi ça m'intéresse parce que moi comme toi, j'ai pas vécu. C'est par procuration que je l'ai vécu. Mais par contre, comment toi tu jugerais la perception de Gilles de les jeunes générations actuelles? Je vais être honnête là, j'ai assez peur parce que j'ai vraiment l'impression que les jeunes, pour les jeunes là, je parle de ceux qui sont dans la vingtaine et moins là, mais je sais pas à quel point Gilles est important et présent. J'en entends pas souvent parler, pas si souvent en tout cas. J'ai l'impression que ça appartient vraiment aux gens qui ont connu Jacques et Gilles évidemment, mais que ceux qui sont apparus, mettons, qui ont commencé à suivre la F1 à partir des années 2000 où Jacques malheureusement était pas l'ombre de lui-même ou pas l'ombre de ses débuts de carrière,
puis là, sans parler de... Bon, c'est un autre contexte, mais tous un moment où, perso, je trouvais que la F1 était vraiment, vraiment inintéressante d'un point de vue spectacle. J'ai peur que Gilles soit vu un peu comme un pilote ordinaire, ce qui me fait peur, parce que quand tu prends pas le temps de regarder ses performances puis que tu regardes juste le palmarès, je comprends le réflexe de dire, ben, pourquoi je m'intéresserais à Gilles quand... je sais pas, Nigel Mansell ou c'est pas vraiment la même époque, mais mettons Keke Rosberg, justement, il a été champion, il est plus intéressant. Ouais, mais c'est pas la même sorte de pilotage, c'est pas la même veine. Gilles, il est arrivé, puis c'est ça que j'ai l'impression que je sais pas à quel point on transmet bien l'importance de Gilles, non seulement en termes de style, mais en termes de pilotage, puis en termes de barrière qu'il a brisé, parce que je veux dire, les Canadiens, on n'existait pas en termes de puissance automobile. Je suis pas convaincu qu'on existe encore sincèrement aujourd'hui. Il reste qu'il y a une présence canadienne, on va dire marginale en ce moment, en 2022, dans le championnat, mais on n'a pas des filières comme les Allemands, comme les Brésiliens, comme les Finlandais. Ils en ont eu. Les Finlandais, cette année, il y en a pas, je pense, cette année, en tout cas. Mais Bottas, c'est vrai, Bottas. Ah ouais, lui, tout le monde, lui, il a bien choisi son écurie, mine de rien. Hein? Bon timing pour lui. Pauvre Russell, ça c'est... On pouvait pas faire pire que Williams. Il paraît que peut-être, finalement, ça doit être plus cruel que Williams pour lui cette année. Quand tu t'attends à gagner puis que tu gagnes pas, c'est pire que quand t'es derrière. Ouais. Tu sais que tu y seras, tu sais. Exact, que tu sais que là, faut juste que tu te pratiques puis que tu fasses tes dents. Puis là, tu sais, non, ça doit être épouvantable, pauvre lui. Mais tu sais, c'est ça, fait qu'on n'a pas vraiment de filière. Puis Gilles est arrivé un peu de nulle part. Puis son parcours a quelque chose de très héroïque et poétique en même temps. Moi, je le connais pas vraiment personnellement, fait que fort probablement que les gens peuvent confirmer ou infirmer, mais la légende dit que il y avait pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il est allé faire du skidoo parce que c'était moins cher, devient champion de skidoo, a assez d'argent pour retourner faire des courses d'auto. Puis là, il fait de la Formule Atlantique, arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, bat James Hunt. C'est pas normal. C'est pas normal, tout ça. C'est pas un parcours normal. Normalement, tu commences en go-kart, puis là, tu commences à faire tes classes, puis là, tu passes en... Tu sais, tu fais des petites monoplaces, puis là, ça finit que si ça va bien, tu te fais prendre par une filière, puis bon... Mais c'est pas normal de commencer par le skidoo, là, retourner après ça en auto, faire de la Formule Atlantique, aller au Grand Prix, battre un futur champion de Formule 1, être embarqué par McLaren parce que ce champion-là en question a parlé à McLaren. Fait que déjà... Tu sais, je veux dire, ouais, OK, le gars te dit, il est bon, lui. Combien tu penses qu'il y en a de bons pilotes dans des classes inférieures? Fais le test, va chez McLaren, qui évidemment n'était pas le McLaren des beaux jours, mais c'était quand même McLaren, mine de rien. Puis, instantanément, malgré des résultats assez ordinaires, et je pense que sa première course à vie est arrivée quoi, 11e ou 10, autour, en tout cas, mais autour, on fait en sorte que Enzo Ferrari fasse « c'est lui qu'il me faut ». C'est pas normal, ça! C'est pas normal! T'es pas censé vivre ce destin-là. Puis c'est ça qui est arrivé à Gilles, puis j'ai bien peur qu'on oublie ça, qu'on se rattache à une page Wikipédia, puis qu'on fasse comme, 67 Grands Prix, je sais pas exactement ces stats, là, mais il me semble 67 Grands Prix, 7 victoires à peu près, ou 2 ou 3... 67 Grands Prix, 6 victoires, 13 podiums. C'est ça. Ce qui est pas exceptionnel. Mais quand tu regardes la grande histoire, tu fais, ah non, c'est carrément exceptionnel. C'est quelque chose que on reverra jamais. Puis là, après, t'as le panache. Quand tu regardes ses courses. Tu fais ça, c'est un gars qui était prêt à mourir, puis Dieu sait que c'est arrivé, là, malheureusement, pour gagner. Et il y en a plus beaucoup comme ça. Puis je sais même pas si en 2022, il y en a vraiment, vraiment. Fait que ouais, ça me fait peur qu'on oublie ça de Gilles. C'était très long comme réponse, je suis désolé. Puis pour rebondir là-dessus, si demain, tu croises quelqu'un qui a comme, tu sais, 16, 17, 18 ans, puis qui te dit, mais c'est qui ça, Gilles Villeneuve? Tu lui décrirais comment? Ah, c'est une bonne question. J'utiliserais une tactique bizarre, mais je commencerais par lui faire comprendre que Gilles est vénéré en Italie. Ou en tout cas, l'était jusqu'à il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas. Là. C'est encore le cas. C'est encore le cas, hein. Mais n'empêche que Imola a, tu sais, une section qui est dédiée à Gilles Villeneuve. Puis Imola, qui est quand même le Grand Prix un peu maison de Ferrari, là. Je commencerais par dire, est-ce que t'aimes Ferrari? Fait que forcément, quand t'as 17 ans, puis généralement, t'as des grosses chances de te faire répondre « Ah oui, vraiment ». Bon, je veux juste que tu saches que le fondateur de Ferrari, Enzo Ferrari, il est venu à Berthierville une fois. Pourquoi?
pour l'enterrement de Gilles Villeneuve. C'est qui lui? Puis c'est comme ça que je partirais parce que je dirais, regarde ce que tu vénères Gilles. Puis j'ai l'impression que si on part de Gilles puis on va vers Ferrari, ça va être moyen, alors que si on parle de Ferrari en disant que probablement le plus grand constructeur ou un des plus grands constructeurs de l'histoire de l'automobile a décelé ce talent-là, l'a nourri, a tout fait pour qu'il réussisse puis devienne champion du monde, malgré les consignes en tout cas. Mais bon, je lui dirais simplement que c'est sûrement un des pilotes les plus emblématiques de Ferrari. Puis je lui dirais que si aujourd'hui... En fait, j'essaierais vraiment de lui faire comprendre qu'il faut être fier de Gilles. Autant Jacques fils, là, nous a laissé un peu sur notre faim parce que tout est arrivé très vite pour Jacques, puis tout s'est comme éteint assez lentement. C'était comme une agonie un peu, ça fait une carrière. Mais je suis très sévère en disant ça parce que quand tu connais la F1, tu vois que en dépit de ses capacités, il a quand même fait des très bons résultats, en tout cas très respectables étant donné les capacités de motorisation de ces années-là. Mais non, Gilles, pour moi, ce que je lui dirais, c'est qu'il faut être fier de Gilles. Il faut être fier de quelqu'un qui a brisé un plafond de verre qui existait, c'est-à-dire les Nord-Américains en course européenne, premièrement. C'est un pilote qui a eu un panache comme il n'y en a jamais eu depuis. En tout cas, moi, je suis la F1 depuis le début des années 90. J'ai vu des techniciens exceptionnels, j'ai vu des pilotes exceptionnels, mais j'ai jamais vu un gars rouler... Schumacher, à 3 roues, oui. Mais à part... Mais tu sais, ça donne l'échelle d'exception. Il y a un gars qui a roulé à 3 roues que j'ai vu de ma vie, Gilles, Hamilton, mais encore là, Hamilton, Schumacher, ça donne l'échelle. Gilles n'est pas un septuple champion du monde et on peut le mettre dans cette catégorie-là. Fait qu'il faut être fier de ça. On a un champion qui a jamais été champion et qui est perçu comme un champion par l'équipe la plus championne de l'histoire de la Formule 1. Ben, il y a de quoi être fier. C'est ça que je dirais. Si je devais résumer, c'est un champion qui a jamais été champion, qui a été perçu et qui est célébré comme un champion par l'équipe qui a gagné le plus de championnats de l'histoire du sport automobile, ou en tout cas de la Formule 1. C'est comme ça que je dirais, et donc, faut forcément être fier, puis faut célébrer Gilles. Ça, c'est sûr et certain. Faut vraiment pas que sa mémoire s'éteigne. Ça me fait vraiment, vraiment très peur. Puis, autant au hockey, on est capable de maintenir une mémoire de nos grands joueurs, autant j'ai pas l'impression qu'il y a ça de façon si populaire en Formule 1. Puis c'est normal, on en a moins, là. Puis, mais, ouais, c'est ça. J'espère quand même qu'il faut garder ça dans l'imaginaire collectif. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ». Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. En voyant à quel point Philippe Audrey s'intéresse à Gilles, je lui ai demandé s'il avait déjà eu l'occasion de se rendre en Italie, où Gilles est encore très présent. J'ai eu la chance de le faire en 2019, et quand je lui ai raconté comment c'était, je crois bien que ça lui a encore plus donné le goût de prendre un billet d'avion. As-tu eu l'occasion d'aller en Italie, à Maranello? Jamais. Puis c'est un rêve. Puis en fait, j'ai été en Italie, mais pas là parce que je me garde ma... Non, mais... Ton pèlerinage? Ouais. Non, mais c'est un pèlerinage que je vais faire dans ma vie. Pour vrai, je veux vivre ça, je veux voir, tu sais, mon plus grand rêve, pour vrai, ça serait d'aller à Fiorano, vraiment, voir la maison d'Enzo, voir le 27 au-dessus de la porte, parce que la maison d'Enzo est à Fiorano. Puis la légende dit que le 27, c'est en hommage à Gilles, en fait. Je savais pas, ou je sais pas si c'est à quel point. Le numéro de Gilles, le 27, c'est le numéro qu'il avait sur sa voiture, puis c'est vraiment quelque chose de très fort, là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Ferrari 27, c'est pas n'importe qui peut porter ça, on dirait? Ce serait lourd à porter aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Encore, là? En fait, il portait ce numéro-là, il l'a porté à plusieurs reprises, Gilles, ouais. En 82 notamment.
Et quand en 83, Tambay gagne à Imola un an après, avec la Ferrari 27, c'était quelque chose de très fort. Allez-y, pareil, qui gagne avec la Ferrari 27. Exact. C'est quelque chose, pour beaucoup de gens passionnés de F1, ce numéro-là représente Gilles. Ben, moi, Gilles, c'est le 27, même si effectivement, ça n'a pas été toujours son numéro. Gilles, c'est le 27. Puis c'est la 312T aussi, là. C'est une auto, c'est très bizarre, là, mais non, j'ai pas eu la chance, mais c'est sûr, je vais y aller. Puis la légende dit aussi, ça me fait rire, que quand tu dis que tu viens du Québec, les gens de Ferrari sont vraiment contents. Je sais pas à quel point ça aussi c'est vrai ou ça a été galvaudé, mais il paraît que dire que tu as un certain contact avec Gilles, ça va t'ouvrir des portes, ou en tout cas, ça va ouvrir des bouches pour avoir des sourires puis partir sur des conversations. Mais j'aimerais vraiment ça, vivre ça, parce que je suis fier de Gilles, puis évidemment, en tant que fan de F1, je suis Ferrari, c'est le Graal à quelque part, là. Fait que, mais non, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement, mais je me le réserve dans ma vie, là. C'est mon voyage de noces. S'il y a une fille qui accepte que le voyage de noces se passe dans des garages et des pistes, mais si elle a accepté de se marier, elle va accepter ça sûrement. Je te dirais, fais-le, ça vaut la peine. Ah ouais? Moi, toi, tu l'as fait? Moi, j'y suis allé, et ce qui m'a frappé, c'est quand tu rentres dans la salle. C'était en plus les 90 ans. Ah ouais? C'est en 2019, juste avant la pandémie. Je suis rentré dans la salle des champions. Ouais. Et donc, t'as tous les champions. Donc, t'as Fangio, Hawthorne, Hill, Lauda, Schumacher, Raikkonen, etc. Et la voiture qui est au milieu, c'est Scheckter en 79. Ouais. Et ben, c'est la voiture de Gilles. Non! J'ai la photo de ça, je pourrais te la montrer. C'est malade, ouais, hein? C'est incroyable. En fait, il y a toutes les voitures alignées. C'est toutes les voitures des champions, sauf la voiture 79, qui est la voiture marquée Gilles Villeneuve. Et quand tu regardes le communiqué de presse de l'époque que Ferrari avait édité, il y a marqué, il y a la voiture de Schumacher, il y a la voiture de Raikkonen, la voiture de Fangio, de Phil Hill, de Lauda, de Hawthorne, tout le monde. Et il y a aussi la voiture de Gilles Villeneuve, qui a remporté le championnat grâce à Jody Scheckter. C'est dit comme ça, hein? C'est dit comme ça. C'est incroyable, hein? C'est exceptionnel. Wow! Ça dit tout. Ben, exactement. Ah! Je savais pas ça. Fait que dans la tête de Ferrari, c'est Gilles le champion, là. C'est... Ben, dans la tête des amateurs aussi, j'ai l'impression, mais... Ah ouais! T'imaginerais pas la voiture de Felipe Massa si c'est pas lui qui a gagné? Exact. Ou de Eddie Irvine à la place de Schumacher? Ben non, certainement pas. Ça ou n'arriverait Barrichello. pas. Exact. Ah! Mais non, mais c'est super émouvant. Tu sais, j'ai vraiment... Ah non, j'ai une boule à la gorge parce que ça... Pour moi, ça, c'est célébrer sa mémoire comme il faut, à quelque part. Malheureusement pour jeudi, mais en même temps, cette année-là, on pourra en parler, là, mais je sais pas, moi, je considère que 79, c'est le championnat échappé, puis c'est le championnat volé, mais ça, c'est peut-être mon chauvinisme canadien. C'est la régularité qu'il a emporté sur le panache. On va dire ça comme ça. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Oui, exactement. Mais n'empêche que... Mais, ah ouais! Fait que c'est vraiment la fameuse... c'est la T4 de 79 qui est là, mais c'est la numéro 12, celle de Gilles. Wow! Ah ouais, c'est incroyable. Ah! Puis à Imola, tu as effectivement le monument en son hommage, avec écrit Salut Gilles, comme à Montréal. Comme à Montréal. C'est peint de la même façon. Et c'est de l'autre côté de la Variante Villeneuve, la courbe Villeneuve. Et quand tu vas là, tu le vois. Et quand tu arrives à Fiorado, la piste d'essai, la rue qui va des rues adjacentes jusqu'à la piste s'appelle la Via Gilles Villeneuve, la rue Gilles Villeneuve. Et au bout de cette rue, il y a un grand buste en bronze avec marqué Gilles Villeneuve dessus. Mais c'est sûr que je fais ce pèlerinage-là. Je vais te donner mes petites adresses pour que tu puisses y aller. Ben pour vrai, oui. Puis en plus, il y a le restaurant le restaurant Montana à côté. Ouais, c'est ça. Tous les pilotes y allaient. D'ailleurs, j'avais croisé quand j'y suis allé à Montana, il y avait le pilote d'essai de Ferrari du simulateur de l'époque, qui était Pascal Wehrlein, qui est venu manger le midi. OK, fait que c'est vrai, ils vont là pour vrai. Moi, au début, je me disais, ils vont aller, à mon avis, je croiserai personne. Et là, je m'assieds au restaurant, je commence à manger, je lève la tête, et je dis, salut Pascal, ça va bien, va t'asseoir là-bas. Et c'était Pascal Wehrlein. Ah! C'était incroyable. Ouais, c'est comme quoi, c'était pas une vue de l'esprit, c'est vraiment ça. Ben, tu vois, c'est ça que j'aime de Ferrari à quelque part, c'est que, il y a un côté encore très, artisanal, mécanique, familial, malgré, tu sais, là, c'est devenu un empire, pratiquement, Ferrari, là. Mais j'ai l'impression que le côté F1, ils ont gardé ce côté encore de on est à Fiorano, on teste ça dans le garage, on revient, même si là c'est de la supra haute technologie, mais non, mais c'est vrai que j'aimerais ça.
c'est sûr que je vais le vivre un jour dans ma vie, là. J'aimerais ça. Mais c'est-tu accessible comme au public ou vu que t'étais journaliste? Non, moi, j'ai rien fait en tant que journaliste. J'y suis allé en vacances, vraiment, là. Ah ouais? Oh, ouais, non, moi, j'y suis allé. Tout ça, tu peux le voir. À Imola, tu peux rentrer à un endroit. En fait, il y a un parc. C'est le parc Acqua Minerali. Ouais. Il y a le monument de Senna. Oui, quand évidemment. tu sors du monument de Senna, quelques mètres plus loin, il y a la fameuse... C'est une sorte de... C'est en asphalte noir avec peint Gilles Villeneuve en blanc. Et derrière, il y a une sorte de monument qui représente... Alors, c'est supposé être une sorte de feuille d'érable. C'est en hommage à un pilote canadien. Ouais. Pour eux. Et il y a une phrase, alors je pourrais pas te la dire en italien, mais une citation d'un de ses ingénieurs de piste. Puis t'as ce monument-là qui est de l'autre côté de la courbe Villeneuve. Ça, tu peux y accéder. Et le musée, évidemment, tu peux y accéder. Je sais pas si l'expo sera la même quand toi tu iras, mais la T4 est très souvent là, d'après ce que j'ai vu. Ah ouais, c'est quand même une auto emblématique des années 70. Il y a énormément de trophées, et il y en a un ou deux de Gilles, je pense, que moi j'avais repéré. Je pense qu'ils les changent aussi au fil des années. Ouais, ils en ont gagné quelques-uns quand même. Tu peux faire un roulement, ça va. T'as quelques victoires remportées. Puis avec 2022, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir encore plus renouveler. Des nouvelles. Ça faisait longtemps en même temps, ça leur manquait un peu. Mais tu vois, c'est drôle parce que l'ère Schumacher, j'étais pas fan de Ferrari à cause de tout, là, mais là, je suis vraiment content du retour en grâce de Ferrari. En tout cas, parenthèse, là, mais... Je pense que personne n'aime les dominations trop longues, que ce soit Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, peu importe. Quand ça dure 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, je pense que les gens se tannent au bout d'un moment. Puis après ça, tu rembarques sur une... Ou au moins qu'il y ait de la bataille. Exact. À la rigueur, peu importe qui gagne, mais au moins, ce soit indécis jusqu'au bout, c'est plus agréable. C'est ça. Mais Schumacher 2002, c'est l'enfer. Non. Manicourt au mois de juin, le titre il est décidé. Exact. Non, mais ça, c'était plate, ça. Oui, c'est ça. C'était arrogant même à la limite, là. Mais bon. C'était trop, là. C'était trop. C'est ça. C'était trop. Mais ouais, non, mais tu vois ça, je sais que le microcosme de la course au Québec vénère Gilles, avec raison, mais j'ai pas l'impression, tu sais, je sais pas à quel point ça transperce cette bulle-là, c'est ça qui m'inquiète un peu, mais bon. En Italie, c'est très fort. Ouais, c'est ça. Tu vois, un autre exemple que je peux te donner, la boutique de souvenirs qui vend des affaires de Gilles en face du musée Ferrari, ils ont peint quelque chose sur le mur. Ouais. Et ce qu'ils ont peint, c'est la photo d'Enzo et Gilles qui partent à rire. Tu dois la connaître, cette photo? Oui. La fameuse photo. Ils ont peint ça sur la boutique de souvenirs. Mais toi qui as rencontré beaucoup de gens, comment t'expliques ça quand même? Parce que Ferrari, En Italie? Ouais. Il avait un côté très latin, en fait. C'était très particulier. Et tu vois, j'ai parlé à un de ses mécanos, en italien. Ma blonde est en partie italienne. Elle parlait l'italien. En fait, j'ai pu faire l'entrevue grâce à elle. Oh, wow. Et lui, il commence sa phrase et il me dit, pour moi, Gilles, c'était le pilote. Ah, OK. Il commence comme ça. Okay. C'est-à-dire que c'est sa première phrase. Et il dit voilà, Gilles, c'était... et il parle beaucoup de sa candeur, son innocence, pas de la naïveté dans le mauvais sens du terme, mais plus de dire c'était un mec normal, en fait. Puis il s'asseyait sur les pneus avec nous, il allait manger un peu de pâtes, puis il commençait ses essais. C'était un gars normal, mais complètement extraordinaire. Et je pense qu'ils aimaient bien ce contraste-là, puis le fait qu'il donne tout le temps. Que même pour une séance de pneus random, il allait rouler à fond, quoi qu'il arrive. Je pense que cette manière d'aller jusqu'au bout tout le temps, ça leur plaisait. Les Italiens aiment beaucoup ce côté chevaleresque. Ouais. Puis c'est vrai que Gilles avait un côté assez latin dans sa conduite. Ouais. Tu sais, c'est pas du tout que... T'imaginerais pas quelqu'un du Grand Nord, un peu froid, ou comme les Finlandais qui sont souvent... Tu sais, comme Iceman, Raikkonen, on le surnommait comme ça, c'est pas pour rien. Ouais. Pareil, il a beau avoir gagné des championnats du monde, je pense que les Italiens préfèrent quelqu'un comme Gilles, qui est jusqu'au boutiste, puis qui lâchera jamais, puis qui voudra toujours aller à son maximum. Mais tu vois, lui, en plus, il travaillait sur les boîtes de vitesse, c'est lui qui les démontait. Ah, fait que lui, il a dû souffrir. Et c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, mais t'as dû avoir du travail quand même, parce que Gilles, les boîtes, il en a cassé quelques-unes. Il dit, ouais, mais quand un pilote donne autant, c'est pas grave. Il dit, c'est vrai que j'avais plus de boulot, des fois on finissait tard, mais ça me dérangeait pas. C'est vrai? Ah ouais, il me dit, c'est vraiment ça. Ah, mais ça doit être... Wow! Ah non, c'est incroyable. Et pour lui, c'est Gilles. Il a passé, je pense, au moins 15 ou 20 ans à la Scuderia. Donc, il a croisé beaucoup de pilotes, notamment Lauda, notamment, après ça, Alboreto, Prost, Mansell. C'est pas les moindres, c'est ça. Et lui, il te parle de Gilles. Il dit, non, moi, Gilles, c'était différent. Gilles, c'était différent. Mais ça, tu vois, c'est ça. Puis ça paraît dans sa conduite. Tu regardes un Grand Prix, puis tu le vois tout de suite que Gilles, il y a quelque chose de vraiment différent. Que malheureusement, je suis pas pilote, fait que je suis pas capable de le décrire avec précision, mais il y a quelque chose de... Tu le sais que la pédale est à côté. Puis ça, elle se décollera jamais du plancher. Tu le sais, tu le vois. À Berthierville, un monsieur m'avait raconté que eux, ils faisaient des courses dans les rangs de campagne parce qu'il y a des super... bon, là, je fais de la moto et évidemment, je conduis, fait que c'est des routes que je connais très bien.
c'est des routes très agréables parce que c'est super sinueux, puis il y a des bonnes lignes droites, il y a des bonnes pentes, puis apparemment, Gilles faisait un truc, c'était un de ses jeux avec son frère et leurs amis, que le but, c'était de point A au point B, mais pas juste en premier, parce que ça, c'était pas assez pour eux. C'était le moins de kilométrage dans le... Ils repartaient le compteur à 0, puis c'était qui arrivait avec le moins de kilométrage malgré la distance. Ça veut dire on coupe les courbes, on trace une ligne, je sais pas comment ils faisaient, mais pour gagner, il fallait les deux, puis c'était dangereux, mais... C'était ça. Puis j'ai l'impression que ça s'est transposé en F1, ce petit côté course de rue à Berthierville. Puis c'est ça aussi qui est charmant avec lui, je trouve. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, tous les gens à qui j'ai pu parler, de Berthier jusqu'à la F1, me disent tous, de toute façon, lui, c'était toujours à fond. Ouais. Toujours. Peu importe, c'est même pour aller acheter du pain ou pour aller sur un Grand Prix. Peu importe l'enjeu, c'était toujours à fond. Puis il avait l'air d'avoir du plaisir, surtout. C'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, parce que aujourd'hui, la F1 est hyper aseptisée. Les pilotes, il y a une hyper distance et effectivement, ce que tu disais là, de même les photos des années 70 où tu vois James Hunt en train de fumer avec des fans avec une corde, puis c'est pas trop clair ce qui arrive, puis tu sais, c'était dangereux là, mais il y avait une proximité. Puis aujourd'hui, on sent les pilotes que tu sais, c'est rendu des multinationales, le pilote. Mais Gilles, il avait l'air de toujours avoir du plaisir, puis il avait l'air comme de toujours rire. On sent le côté qu'il jouait des tours. Je lisais à un moment donné qu'il y avait son hélicoptère, puis il aimait ça arriver à Maranello, puis faire peur entre guillemets là, aux ingénieurs sur la piste en frôlant, puis là en faisant semblant de s'écraser, puis tout ça. Fait que tu sens qu'il, je sais pas, il avait l'air de toujours jouer. Puis ça aussi, je trouve ça paraît quand t'entends ou quand t'écoutes ou quand tu le vois. C'est un gars qui a l'air de fondamentalement aimer ce qu'il fait, qui a pas l'air de calculer tant que ça. Puis c'était un peu le défaut, c'est-à-dire que lui, on est premier ou il voyait pas, je sais pas en fait, je sais pas à quel point il voyait la perspective d'un championnat, comme un Lauda qui se disait, je vais arriver deuxième, je vais garder mes points, puis bon, ça va me placer. Lui, j'ai l'impression que c'était chaque course, c'est le championnat dans le fond. Moi, c'est ce que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit ça. C'était la victoire ou rien. Ah ouais. Est-ce qu'il aurait évolué après avec l'âge? C'est dur à dire. C'est ça. Ça se pourrait. Peut-être qu'il aurait voulu dire aussi qu'il aurait, finalement, je vais essayer de calculer plus parce que c'est le seul moyen que je vais avoir pour gagner un championnat. Peut-être qu'il aurait changé, mais ça paraît un peu improbable parce qu'il était quand même... il était tout le temps à fond dans toute sa vie. En fait. C'est ça. En hélicoptère, en voiture, n'importe quoi. Ouais. Même moi, ce que je trouve aussi drôle, c'est quand il rentrait à Berthier, des amis à lui m'en ont parlé, c'était des plaisirs simples. C'était vraiment aller faire de la mécanique avec sa Mustang, c'était aller rouler avec son F250 dans le bois. Ouais. Ben justement, pas loin, à mon avis, pas loin de chez toi. Ouais. Parce que dans des pistes de sable, c'était vers Saint-Gabriel. Fait que je pense que c'est vraiment pas loin. Donc c'est là où il allait, puis il allait avec son truck, puis il allait rouler, puis il allait briser sa transmission parce qu'il rentrait en fou là-dedans. Mais c'est vraiment des choses, c'est des plaisirs simples. Il s'est pas mis à jouer au golf, à boire du champagne, puis acheter un bateau. Enfin un bateau aussi, des bateaux rapides, mais pas un bateau de luxe où il pouvait dormir sur sa chaise. Mais c'est ça. On n'a pas senti un embourgeoisement flagrant. Tu sais, je sais qu'il habitait à Monaco, puis que Jacques allait, son fils dans une école quand même. C'était pas les gens les plus pauvres qui allaient là, mais on n'a pas senti cet embourgeoisement-là comme on sent fréquemment chez les pilotes, mettons, malgré le fait qu'ils deviennent modestes, qu'ils viennent de milieux, de moins en moins modestes. Il y a peut-être Ocon qui garde encore la traque des pilotes qui viennent de milieux modestes, mais tu sais. Hamilton aussi, quand même. C'est vrai, Hamilton, mais mettons dans la récente génération. Ocon, Gasly t'es pas tellement riche non plus. C'est vrai. Mais c'est pas mal les deux. C'est ça. Tu sais, Norris, quand tu sais que son père est un multimillionnaire, que Leclerc et compagnie, puis Bianchi, malheureusement, paix à son âme, mais bon. Mais non, c'est ça, il y a comme un côté où tu te dis... c'est pour ça que je trouve qu'il représentait bien aussi l'identité québécoise de ce côté, premièrement, patenteux, deuxièmement, très modeste, très humble, mais en même temps, du front tout le tour de la tête, il y aura rien qui va m'arrêter. Puis je trouve que ça fait partie un peu de l'identité québécoise qui se rattache à beaucoup de sports qu'on a. Tu sais, les Canadiens, la légende de l'équipe des Canadiens, c'est un peu ça. On est une équipe modeste, on est une équipe humble, mais... il n'y a rien qui va nous arrêter. On va gagner 24 Coupes Stanley, devenir la plus grande équipe. Puis les Olympiens, c'est la même chose. Fait que je trouve qu'il incarne bien le sport québécois en plus, Gilles Villeneuve. À tous les égards, vraiment, vraiment. C'est un de nos géants, puis c'est ça. J'espère qu'on ne l'oubliera jamais parce que c'est... il y en aura plus d'autres, en fait. Même à l'échelle mondiale, j'ai l'impression. D'abord parce que ce parcours-là n'existera plus. De passer du skidoo à la F1 dans 4 ans, ça se peut pas. 2, la F1 étant tellement maintenant, puis objectivement c'est pour le mieux, mais
entre guillemets, sécuritaire, même si ça reste des autos qui vont à 300 km/h, là. Je veux dire, c'est pas sécuritaire, mais il y a plein de choses qui font en sorte les pilotes meurent moins. On aura plus ce côté casse-cou, il joue avec la mort à toutes les courses, plus jamais. Puis je pense plus qu'on ait un pilote aussi accessible, aussi humble, aussi normal, comme tu disais, entre guillemets. Vettel a ça un peu, tu sais, il arrive en vélo au Grand Prix, il ramasse les canettes. Je l'ai croisé en vélo, moi, au Grand Prix. Personne ne l'a reconnu. C'est exceptionnel, ça. Je l'ai reconnu. J'étais en train de marcher. J'avais pris un billet en Sainte Générale pour aller à l'épingle au Grand Prix. Ouais. Et là, à un moment, je vois un gars qui arrive en vélo avec une casquette Ferrari, mais tout le monde a une casquette Ferrari. Exact. Et je fais, oh, Sébastien Vettel. Personne ne l'a reconnu. Parce que c'était... Quadruple champion du monde anonyme. Mais qui s'attend à ce qu'un gars de pilote de F1 qui va courser là dans 4-5 heures fasse du vélo au Parc Jean-Drapeau? Personne. Tu vois, tu dis ça, puis en même temps, je serais pas étonné on va dire aujourd'hui, tu vois Gilles faire du sidou dans le bassin. Ça serait le genre de choses que j'ai l'impression qu'il serait capable de faire, tu sais. Moi, je le verrais faire ça. Exactement. Oui, moi aussi, je l'imagine complètement faire du sidou 2 minutes, 3 heures avant la course. On va se détendre. Mes 3 amis de Berthier sont là. On va faire du sidou. Puis c'est ce genre de truc-là qui n'existe plus aujourd'hui. Puis je sais pas si ça va réexister de toute façon. Parce que il y a de plus en plus un formatage dans le style de pilotage, dans le style de de gestion du PR un peu, là, tu sais. Fait que, non, c'est des gars qui arrivent de plus en plus jeunes, néanmoins, mais de plus en plus près. PRE accent circonflexité, là, c'est-à-dire TS, en fait. Mais, donc, ouais, ça arrivera plus ce côté artisanal-là de gars que t'imagines complètement jouer avec sa transmission de Ferrari, la T4, puis après ça, justement, 2 mois plus tard, dans sa Mustang à Berthier, jouer avec une même transmission, puis les mains pleines d'huile. Je suis toujours, à chaque fois qu'il y a des nouveaux pilotes, je suis un peu à la recherche de ça. Puis tant mieux, il y a des pilotes qui ont des belles personnalités, puis qui montrent autre chose. Comme, tu sais, je trouve que Lando Norris, c'est un pilote très intéressant à tous les égards, mais c'est pas Gilles. C'est pas le gars de Saint-Cuthbert qui patente son char puis qui enlève un écrou parce que ça va peut-être aller plus vite, puis je sais pas, c'est pas ce gars-là. Fait que ouais. Mais je suis vraiment... je me trouve vraiment chanceux d'avoir un rapport très privilégié avec Gilles, même si, effectivement, je l'ai jamais connu, il est pas dans ma famille ni rien, mais je sens une espèce de connexion que la vie a faite, que j'ai le droit de dire « Oh, j'ai un petit rapport spécial avec Gilles », puis je me sens vraiment, vraiment chanceux. Vraiment, sincèrement chanceux. Puis ça va rester toute ma vie, en fait, ça, pour vrai. Puis à chaque année, j'ai un pèlerinage, pas à Fiorano, au musée, puis à chaque fois, c'est la même affaire, mais c'est pas grave, j'aime ça. Puis je veux pas qu'ils disparaissent jamais. Parce que j'ai trop de souvenirs et il y a trop de souvenirs en plus. Non, le musée, c'est une très belle place. Puis moi, comme toi, ça m'a beaucoup ému. T'arrives à des choses qu'il a portées, des choses... Ouais. Tu sais, t'arrives avec sa grosse veste, là, celle de Gaston Parent, qui portait sur le podium à sa victoire, son casque de motoneige, le premier qu'il portait. Ouais. Tu sais, je me dis, oh, tu sais, c'est des trucs qui étaient à lui. Ça fait bizarre de voir ça, sa combinaison de course de 82. Ouais. Tu sais, moi, ça vient me chercher aussi, ces choses-là. Tu sais, je trouve que quand t'es passionné, t'arrives devant ces objets-là. Ouais, ça fait de quoi, tu sais, c'est particulier. Ou puis il y a ces voitures de course. Exact. Aussi, puis est-ce qu'il y a encore la vidéo il y avait l'entrevue de ses parents. Oh oui, il y a ses parents, il y a son frère, mais ça a été filmé il y a au moins 20 ans. Ah oui, non, c'est très vieux, là. Il y a des amis à lui aussi, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a encore ces vidéos-là. Ses parents qui parlent de lui, puis que... Mais ça, c'est super émouvant parce que ça, c'est comme... Je sais pas. En fait, Gilles, il y a une affaire qui me touche avec lui, je trouve, puis quand tu visites le musée, tu t'en rends compte, particulièrement parce qu'il y a comme une portion Jacques, un peu, mais la portion Gilles... il y a quelque chose où on n'échappe pas au génie ou au talent. Puis Gilles n'a pas échappé à son talent puis à son génie, puis la F1 non plus, heureusement. Mais j'ai l'impression que c'est ça que ça prouve, c'est que peu importe d'où tu viens, tu peux accomplir des grandes choses. Puis Gilles, c'est ça qui est arrivé. On n'échappe pas à son talent quand on en a, puis on n'échappe pas à son génie quand on en a, puis c'est ça que c'est moi, ça a beaucoup marqué ça quand j'étais petit. Ça m'a beaucoup inspiré, en fait. J'étais pas à tous les jours à me dire si Gilles a été capable, mais c'est le genre de truc qui te rentre dans la tête quand t'es enfant. Parce que c'est en plus, en passant, tu sais, on parle de Gilles, mais on parle jamais de... Ben, on en parle, mais c'est parce qu'il était pas dans l'Igier. Il était pas avec Williams. Il était pas dans des écuries Tyrrell. C'était Ferrari.
Fait qu'en plus, c'était non seulement c'est un gars de Berthierville, on n'échappe pas à son talent, tu peux accomplir si t'es bon. Mais non seulement ça, tu peux être dans le plus gros plateau qui est la F1, mais en plus, tu peux être dans l'équipe la plus prestigieuse. Fait que c'était comme la cerise sur le sundae. Puis moi, j'ai toujours pensé que Jacques est en F1. Il a son talent, là, mais... Attends, je veux pas être sévère, mais... On peut ne pas le diffuser au besoin. Non, mais c'est-à-dire que forcément, le patronyme a ouvert des portes à Jacques. Puis là où je voulais aller, c'est... Est-ce que si Jacques Villeneuve s'était appelé Jacques Tremblay, il aurait commencé chez Williams, qui arrivait à maturité niveau championnat? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y aurait eu un destin plus à la Patrick Carpentier ou à Alex Tagliani, qui sont des immenses pilotes. Mais je veux dire, le patronyme Villeneuve, forcément, l'a aidé. C'est indéniable. Fait que c'est pour ça aussi que, je veux dire, Gilles, en plus, a ouvert la voie à bien des... Il a permis aux gens de rêver, en fait. C'est ça qui est comme exceptionnel. Puis il a permis à des générations, parce que tu vois, je l'ai jamais connu, puis pourtant, je vis avec ce souvenir-là très présent. Il a permis à plusieurs générations de jeunes amateurs italiens et québécois de rêver. Puis ça, c'est... Ne serait-ce que pour ça, faut pas l'oublier. Vraiment, vraiment. Je pense pas qu'on puisse conclure ça mieux. Là, on pensait que c'était terminé. Et on continuait à parler entre nous, mais l'enregistrement tournait encore. Notre réalisateur, Bastien, est même venu nous rejoindre dans le petit studio pour ramasser les choses, et il est finalement resté à écouter la conversation qui se poursuivait. Et on n'a pas pu s'empêcher d'en garder un bon bout, parce que parler de voiture avec autant de passion, c'était impossible de pas vous le partager. Il y a vraiment... Mais pour vrai, si t'as l'occasion d'y aller à Maranello pis tout, vas-y, parce que même sans accès... Moi, en fait, à l'époque, je travaillais... j'étais voisin, je travaillais pour le Protégez-vous, juste en dessous de l'école de l'humour. OK, ah oui? Ouais. OK. Et moi, je suis arrivé comme après que t'es gradué. Mais, OK. Moi, je suis arrivé en début 2015. Mais, OK, ben oui, exactement. Mais après. on allait au show tous les ans, le show de rodage avant la fin d'année, on y allait à chaque fois. Ah, OK, fait que t'as souffert. Non, ça dépend des personnes, mais tu sais, je pense que comme dans n'importe quel domaine, tu sais qu'il y a des gens qui vont réussir, puis là, tu dis, ça va être plus difficile. T'sais. Ouais. Mais non, mais tu sais, moi, quand je suis arrivé en école de journalisme, le premier jour, on arrive, ils nous disent, bon, les boys, vous êtes 14. Je vous le dis, dans 10 ans, vous êtes 2 à 3 à travailler encore dans le domaine. Wow! Ah ouais, hein, c'est... c'est comme ça. Oh, et puis moi, je leur avais dit, moi, je veux faire des trucs de char et de moto. Moi, j'étais journaliste moto en Europe. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai fait du char. La moto, c'est trop niché, il y a pas beaucoup de travail. Et il m'avait dit, oublie ça. En plus spécialisé. Mais c'est quelque chose qui est très particulier, tu sais, mais moi, quand j'étais au Protégez-vous, j'avais une règle très stricte. Tu pouvais pas demander des faveurs. Donc je pouvais pas appeler Ferrari en disant, pouvez-vous m'ouvrir la porte? Puis déjà, c'est très fermé, Ferrari. Ouais. Mais je peux pas dire, peux-tu m'ouvrir ci, peux-tu m'ouvrir ça? Fait que moi, je suis arrivé random comme n'importe qui. Ah ouais? Et donc, en fait, moi, j'ai fait ces choses-là, puis c'est tout, là, tu sais. Hey, mais ça c'est sûr, je vais y aller. Ouais, même, tu sais, le Mémorial Sénat, à côté, t'arrives là, tu dis, il y a encore tous les drapeaux, des gens qui mettent des fleurs, des choses, tu dis... Ouais, on n'a pas parlé de Sénat parce que c'était pas trop le sujet, mais ça aussi, tu sais, c'était comme vraiment fort, là. Mais Sénat, Sénat, mais ça fait partie des grands héros de la F1. Tu sais, Sénat puis Gilles, j'ai mis dans la même catégorie, niveau panache, niveau mort en plein vol aussi, là, je veux dire, puis niveau promesse non accomplie, parce que, tu sais, Sénat, oui, il a été champion, mais on le sait qu'il y en avait sûrement en plus quand tu voyais la FW18, la FW19 arriver, là, les années Villeneuve et Hill. Il serait resté, là, tu sais, c'était à 2-3 ans près. Mais il aurait gagné au moins un championnat de plus. Ouais. Au moins, voire deux. Ouais, c'est au moins 2. Voire 2. Puis, tu sais, c'est ça, il nous a plus sustenté que Gilles, mais Gilles, il y a vraiment le côté, il manque, là, l'espèce de... La petite touche de plus qui, là, vraiment le déifie, là. Mais tu sais, c'est un dieu pour moi, mais c'est pas... C'est ça. Le côté, genre... Même sur Wikipédia, quelqu'un qui connaît pas ça va faire « Oh, ça, c'est quelqu'un à vraiment à suivre. » là. On s'entend là-dessus. Il ne manquait pas grand-chose à Gilles pour avoir officiellement son titre de champion du monde en 79. C'est vrai que ça pourrait faire briller son Wikipédia aujourd'hui. Comme pour bien des amateurs de Villeneuve, on croit que 79 aurait dû être l'année de Gilles. Mais comme il a suivi les consignes de Ferrari, il a laissé son coéquipier Jody Scheckter l'emporter. Un homme fidèle, on vous l'a dit.
Et l'année de sa mort, en 82, il avait tout ce qu'il fallait pour gagner aussi. C'est une des blessures que les fans de Gilles nous portons tous. Sa mort en plein vol vers les plus hauts sommets. 82, il gagne. 79 aurait dû gagner. 79, il était moins régulier, mais 82, il avait vraiment une voiture supérieure. Tu sais, puis les Renault étaient peu fiables. Ferrari aurait vraiment dû gagner, en fait. Bon, et quand on parle de F1 et de 1982, comme tout bon amateur de Gilles Villeneuve, on finit toujours par arriver à la conversation. L'inévitable. La controverse avec Didier Pironi au fameux Grand Prix d'Imola 82, quelques semaines avant l'accident fatal de Gilles en Belgique. Et si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vous invite à aller écouter l'épisode 7, intitulé « La trahison et l'accident ». Déjà, le titre vous donne un bon indice. Mais en gros, Gilles s'est senti trahi par son coéquipier et ami Didier Pironi. Ferrari avait demandé aux 2 pilotes de ralentir pour assurer les 2 premières places, de pas faire les fous, puisque la course était presque gagnée pour Ferrari. Finalement, Didier Pironi a doublé Gilles et a gagné, et c'est ça qui a créé la controverse. Et comme vous vous en doutez, Philippe Audrey avait très envie de savoir comment Gilles se sentait réellement quand il a repris le volant 2 semaines plus tard, au Grand Prix de Belgique, à Zolder, où il a eu son accident fatal. Mais il paraît que, puis ça je sais pas à quel point c'est vrai, mais que la course précédente avec Pironi, il était tellement en colère que c'est ça qui a justifié son agressivité. Ben tu sais, on explique que... Là... C'est justement, j'ai plusieurs versions là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il était encore furieux, d'autres qui disent que juste il parlait plus à Pironi, mais qu'il était... Il était passé par-dessus. Il passé à autre chose, puis c'était un professionnel malgré tout. Ouais. Il y a un journaliste, un Français que j'ai interrogé, qui travaillait pour TF1, je sais pas, tu vois c'est quoi là? Oui. Voilà, ben, Jean-Louis Moncel, connais-tu? Ouais. Et lui, en fait, me disait... Moi, j'étais là à Zolder, il dit... Il était pas furieux ni en colère, il était juste... correct, mais il était pas non plus joyeux. Enfin, il était il était normal, mais pas plus que ça. Mais il me disait que Mauro Forghieri de Ferrari, il avait trouvé un peu sombre quand même. Mais je pense que l'ambiance dans l'équipe était pas... Tu sais, tu parles plus à ton équipier. C'était ton ami 2 semaines avant. Puis t'as mal vécu ce qui s'est passé. Enfin, pour toutes ces raisons-là, tu sais, c'est... Mais de toute façon, je pense que quand tu te fais trahir, surtout que lui avait l'air assez... tu sais... loyal. Très loyal. Puis tous les gens m'ont tous dit, lui, c'était vraiment quelqu'un... Tu sais, d'une grande loyauté, puis sur une poignée de main, c'était fini là. Il avait confiance avec toi, c'était beau quand il te l'avait donné. Mais si tu le reprenais là, c'était fini pour toute la vie. C'était vraiment, je te parle plus, puis c'est fini. Ça se peut qu'il spiné là-dessus quelques jours, puis qu'il dit ok, maintenant on met ça de côté. Mais ça veut dire qu'il était peut-être moins bien préparé, moins. Moi, je pense aussi à ça, c'est de dire que même sans, non pas que tu sois moins bon ou tu sois forcément un Chris là, mais c'est juste que il y a un truc dans ta tête qui te perturbe un peu, et c'est un sport de tellement haut niveau où les écarts sont tellement faibles que. Un truc niaiseux, mais c'est la première fois que Pironi le devance au qualif cette semaine-là. Ah, plus Sous 82, Gilles est devant tout le temps. Il use tous ses pneus de qualif, il a plus de pneus. Et là, Ferrari lui passe le panneau en disant box, tu sais, tu rentres. Et c'est dans ce tour-là. C'est ça. Enfin, est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il rentre flat out parce qu'il dit fait chier, la seule fois où il me passe, puis c'est là, puis tu sais, ça revient, ça te fait spinner. C'est clair. Ou alors il est rentré à fond parce qu'il rentrait toujours à fond. Ouais, c'est ça, hein, le mystère de sa mort, là, c'est qu'on sait pas. Lui seul le sait, en fait, puisqu'il est jamais rentré au puits. Ouais, voilà. On sait rien. Puis c'est lui seul qui le saura jamais, parce que... Exact, mais c'est vrai que c'est un accident niaiseux, là, en plus. C'est une mésentente, puis c'est tout, là, c'est Mas qui dit, je vais le laisser passer, puis l'autre qui dit, il est à gauche, je vais aller à droite, puis les deux le font en même temps. Et Philippe Audrey a raison. Il y a comme un mystère autour de ces 2 courses, celle de sa mort à Zolder, bien sûr, mais surtout celle d'Imola, où Didier Pironi et Gilles se sont battus pour la première place. Et comme je vous le disais en début d'épisode, Philippe Audrey n'a pas pu entendre la série et mieux comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on a fait l'entrevue pendant la production de la série, en mai 2022. Mais comme moi j'avais fait mes recherches et la majorité de mes entrevues, je pouvais tenter quelques explications pour éclaircir ce mystère pour Philippe Audrey. Et encore une fois, ça m'a fait du bien de trouver une oreille attentive à mon obsession pour l'histoire de Gilles. Et il voulait pas me freiner, il voulait en savoir encore plus. Mais Pironi, il a plus jamais parlé de rien de tout ça. Mais moi, je me mets à la place de Pironi. Il a voulu lui faire un petit coup bas. Tu sais, moi, c'est mon interprétation. Parce que j'ai pris les temps autour. De savoir si... Parce que tout le monde dit, il a pas accéléré, il a accéléré. J'ai pris la vidéo du tout. J'ai pris les temps. Ah ouais, t'as fait ça. OK. Et Pironi, il est 2 secondes plus rapide quand il double Gilles. Et donc, Gilles le suit pour pas se faire distancer. Gilles le redouble. Il se remet 2 secondes plus lent.
Ah ouais? Les derniers tours, Pironi le repasse, ferme les portes et gagne. Et en fait, les photos d'époque, tu peux les trouver. T'as le panneau marqué 1 Villeneuve 2 Pironi, slow, avec marqué 37.8, 37.7. Et t'as une autre photo qui est prise peu de temps après. Il y a marqué genre L7 pour 7 tours à faire. Et t'as genre L5 ou L4. Et tu vois le panneau marqué Didier 1, Gilles 2, slow, 35.3. C'est 2.5 secondes, ça. Wow! Donc en fait, Pironi lui a fait un coup. En gros, il a profité du flou artistique des panneaux slow. Au lieu qu'ils aient mis Villeneuve P1, Pironi P2. Ouais. Mais pas les temps. Tu mets juste Villeneuve 1, Pironi 2. Tu sais, où tu mets genre. C'est ça l'histoire? Ouais. Et donc en fait, à la fin, Gilles, il est furieux là, parce que lui, il s'est fait trahir. Ah non, mais là, je comprends enfin le fin fond de l'histoire. Et en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pironi, il pense. Après, ça a pris des proportions énormes, mais il lui voulait pas de mal en tant que tel. Ce qu'il voulait, c'était prendre l'ascendant. Oui. Il a dû se dire, je lui fais un petit coup comme ça, bon, ça paraîtra pas trop. Ou au minima, t'as eu des affaires genre, justement, Weber-Vettel, quand il le double avec le Multi 21, là, il y a la consigne. Tu vois le podium, tu dis, bon, il est pas super content, mais. Ou Alonso Hamilton, des fois tu dis oui bon c'est pas la grosse ambiance, ou même Rosberg puis fils et Hamilton, tu sais, quand tu jettes la casquette puis tout là, il arrive sur le podium, bon le sourire est un peu figé, mais là moi je l'ai dit, mais sais-tu quoi, tout le monde dit oui il a ralenti, non il a pas ralenti, je fais sais-tu quoi, je vais prendre les temps, comme ça on va arrêter de dire on sait pas trop, je les prends les temps puis on regarde 2 secondes d'écart, c'est énorme. Donc Gilles en plus lui il se dit man, il passe le panneau puis il obéit pas les règles. Que lui, il l'a fait avec Scheckter. C'est ça l'affaire, c'est que Scheckter, en plus, il l'a dit, puis d'ailleurs, il était très ouvert il comprenait son rôle. Puis Scheckter l'a dit il y a quelques années, à Radcan, il avait fait un documentaire là où il disait non, on avait une consigne à l'époque, si t'étais P1, P2, ou P3, P4, on s'attaque plus pour sécuriser le résultat. C'était une consigne comme Ferrari avait dit, garde. Puis là, en plus, t'es à Imola, t'es à domicile, t'es à 80 km de l'usine. C'est pas vrai qu'on va commencer à se sortir ou à faire une panne d'essence. Ça consommait ces chars-là. Alors que en arrière, la Tyrrell d'Alboreto, elle est genre à 45 secondes. Il est 3e à un tour. Enfin, c'est débile, hein? En fait, là, il faut que effectivement, tu sécurises ce résultat-là. Tu sais, faut pas oui. Ferrari puis Imola, c'est, tu niaises pas avec ça, là. Et là, tant qu'à finir sur Ferrari, sur Imola, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Philippe Audrey ce qu'il dirait à Gilles s'il l'avait devant lui. Là, maintenant. Si j'avais Gilles devant moi, premièrement, il faudrait que déjà que je sois capable de lui parler comme que j'arrête de balbutier, premièrement. Deuxièmement, on dirait que j'ai pas grand-chose à lui dire sauf merci, pour vrai. Pour tout, non seulement tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire briser un peu le plafond de verre de la F1, c'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose d'européen, mais en plus, l'appartenance au Québec est vraiment forte. Entre autres, il y a plein de vecteurs qui font que je peux être fier d'être québécois. Gilles, c'en est un, puis c'est un luxe d'être fier de ce que t'es dans la vie. Gilles me donne ce luxe-là, puis c'est un merci comme ça, puis aussi, étant un immense fan de F1, la racine de cette passion-là, Gilles est là. Il a mis l'engrais, ou je sais pas s'il a planté la graine, mais Gilles a nécessairement rapport. Fait que ma vie, mon enfance qui a été teintée de moteurs, d'histoires épiques, dans le temps, on montait de Berthier justement à Saint-Gabriel en 20 minutes, quand normalement ça en prend peut-être 35-40, puis il y a l'ombre de Gilles dans toute mon enfance. Fait que ça serait vraiment sincèrement un merci profond pour tout ce qu'il a fait, puis c'est un peu égoïste, mais pour moi, quelque part, même s'il m'a rien fait, hein, il a rien fait, il m'a pas donné la vie, j'ai pas été à l'école, Gilles Villeneuve, j'ai rien, mais il nourrit mon imaginaire, puis il me permet de croire au fait que je vaux plus que ce que je suis dans la vie grâce à, puis c'est vrai, ça fait intense, mais c'est quand même ça, je trouve, la morale de l'histoire de Gilles. C'est qu'il faut pas sous-estimer ce qu'on est, puis il m'a appris ça, puis c'est vraiment merci d'avoir incarné ça. Vraiment. Avec panache en plus. Pas juste l'incarner, avec panache. Puis c'est ça. T'as raison, Philippe Audrey. Gilles a pas mal tout fait avec panache dans sa vie. Je pense qu'au Québec, on peut tous dire merci à Gilles Villeneuve pour ce qu'il a accompli. Mais je veux te dire un grand merci à toi aussi, Philippe Audrey. Ça a été un plaisir de discuter de Gilles avec toi. Et d'automobile en général.
vous n'avez pas encore écouté notre série de balados à la poursuite de Gilles Villeneuve, j'espère que ce que vous avez entendu vous donne envie d'aller écouter les 8 épisodes. Tous disponibles sur le site cube.ca et les autres plateformes de balados. Cet épisode un peu spécial a été animé par moi, Julien Amado, avec Bastien Gagnon-La France à la réalisation et Philippe Séguin au montage. C'est une production du Guide de l'Auto et de Cube Radio.